Bonjour à tous. On commence maintenant. On accueille Étienne Ménard, qui étudie avec Alexandre Tribert, Alexandre Tribert. Il va nous parler de la percolation dans Z2 et de tout ce qui l'entoure et de comment on s'y rend. Bonjour, je vais un peu un sketch de ce qu'on va faire aujourd'hui. On va introduire en premier c'est quoi le modèle de la percolation, particulièrement dans Z2. On va essayer de se poser un peu les questions principales sur ce modèle-là. Puis on va par la suite voir certains résultats intermédiaires. Je ne vais pas faire la preuve de ces résultats-là parce qu'en soi, ça pourrait prendre une présentation d'1 heure pour certains. Mais je vais essayer de vous parler un peu de comment ça pourrait s'expliquer, puis à quel point c'est quand même intuitif, ces résultats-là. Puis avec ceux-là, on va essayer de prouver une preuve sur le paramètre critique de la percolation. La percolation, c'est comme un peu un jeu qu'on va faire avec un graphe, puis un graphe préférablement infini. On peut le faire sur n'importe quel type de graphe. Un graphe, c'est simplement des sommets qui sont reliés par des arêtes, là, pour une façon simple de le voir. Puis vu qu'on va le faire sur Z2, on va commencer par l'exemple, on va le faire sur Z2 pour se donner une idée. Puis vu que Z2, c'est comme plein de quadrillés, je me suis fait une petite affaire de lignes parallèles là, pour faire un graphique simple. Comme ça. Wow! C'est fini. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un paramètre de probabilité P qui est dans l'intervalle 0,1, qui est basically une probabilité. Puis on va dire que pour chacune des arêtes, exemple là, on va planter l'origine ici, chacune des arêtes, il y a un sommet puis un sommet sont reliés par une arête, puis on va les appeler des edges, des petits E. Puis chacun des E, on va les définir avec probabilité P. On va dire que l'arête est ouverte. On va lui donner la valeur, pas la valeur, mais la couleur verte, puis la valeur 1 pour qu'on soit capable de la manipuler. Avec probabilité 1 moins P, on va dire qu'elle est fermée. On va associer la valeur 0 et la couleur rouge. Dans le fond, percolation sur Z2, ça serait, on part sur le graphe initialement infini, puis on se promène, on se dit de façon indépendante, pour chacune des arêtes, on va faire un tir au sort. Certaines vont être déclarées ouvertes, certaines vont être déclarées fermées. Puis pour le cas ici, exemple, on pourrait en ouvrir un bunch, puis se dire, tout le reste des arêtes, je ne vais pas le faire, mais ils sont fermés. On pourrait s'imaginer qu'ils sont en rouge. Et un peu de blabla, on se dit que sur ce graphe-là, une fois qu'on est arrivé à ça, on parle d'une configuration oméga. Une configuration oméga, ça va être une configuration parmi tant d'autres. L'espace des configurations grand oméga, qui est simplement soit on associe la valeur 1 ou 0 pour chacune des valeurs E dans l'ensemble des arêtes. On arrive à une configuration comme ça, puis sur des configurations, on va définir la composante ouverte autour de 0 comme étant tout ce qui est rejoint par un chemin ouvert autour de l'origine. On va appeler ça le cluster à l'origine, ou même le nuage infini que je vais souvent appeler. La question qu'on se pose souvent, c'est sur une configuration telle que ça, on percole, on arrive à une configuration, on se pose souvent la question, est-ce que l'événement 0 connecte à l'infini? Ou, de façon similaire, est-ce que la taille, quand on dit la taille du nuage en 0, on dit vraiment la quantité de sommet que le nuage contient. Est-ce que cette taille-là est infinie en 0? C'est vraiment l'événement comme central qu'on va se poser sur le modèle de percolation. Puis on a que, à chaque fois, une configuration va être aléatoire. Puis pour un certain P, on va avoir une chance d'avoir ces événements-là, right? Puis c'est variable en P. Parce que si on prend P puis très petit, on a peu de chance d'avoir ces événements-là. Puis si on prend P très grand, on a une grande chance. Fait qu'on va définir une fonction qu'on va étudier tout le long de la présentation, qui va être θ, qui va prendre le paramètre de percolation P, qui va nous dire c'est quoi la probabilité selon, je vais mettre tout en couleur pour vous faire le lien entre la notation, là. La probabilité selon la percolation avec le paramètre P que 0 connecte à l'infini. Ça va être la fonction qu'on va étudier pas mal toute la présentation, puis on va essayer d'étudier peut-être un peu sa forme, puis on va rendre compte qu'il y a un peu ce qu'on appelle un changement de phase. Puis je vais vous parler un peu de la base, puis on va y arriver, puis on va voir que c'est assez intuitif. Qu'est-ce qu'on connaît sur cette fonction-là? C'est que si on l'évalue en, disons, P est égal à 0, clairement, aucune des arêtes va pouvoir être ouverte, ils vont toutes être fermés, puis la composante à 0, c'est seulement 0, donc de taille finie. On n'a aucune chance d'avoir l'événement 0 connecté à l'infini. Donc notre fonction vaut 0. Avec probabilité 0, on va connecter à l'infini.
Puis, similairement, avec θ qui prend P1, chacune des arêtes va être ouverte, on obtient le graphe au complet, puis la probabilité que 0 connecte à l'infini, vu qu'on est sur un graphe infini, est assurée. Fait que là, on a qu'en 1, on veut 1. L'autre chose que je peux essayer de vous convaincre, sans en faire la preuve, c'est que θ est croissant en P. Qu'est-ce qu'on peut se faire imaginer, c'est que pour certains P qui sont selon cette relation d'ordre-là, 2 paramètres, pour un plus grand P, en moyenne, on a plus d'arêtes ouvertes, puis des événements du style 0 connecte à l'infini. C'est des événements qu'on dit croissants. J'en parlerai un peu plus tard, mais on pourrait avoir l'intuition que plus on a P grand, plus en moyenne on a d'arêtes ouvertes, donc plus ces événements-là ont de chances d'arriver. C'est un peu dire que θP1 est plus grand avec que θP2. Là, on a bel et bien que la fonction θ est croissante. Avec ça, on peut commencer à sketcher un peu la fonction, puis je vais la mettre ici parce que je vais essayer de la garder à travers toute la présentation, puis on va y revenir tout au long. C'est une fonction réelle qui part de 0 à 1, qui prend P, puis qui image θ de P. On a par nos déductions qu'en 0, on est à 0, en 1, on est à 1, c'est ici. Puis, une autre chose que je pourrais vous convaincre, c'est que si on prend P assez faible, exemple, un P très très près de 0, on va avoir trop peu d'arêtes ouvertes pour avoir comme une composante connectée. Les arêtes, oui, bel et bien, il va y en avoir certaines qui vont être ouvertes, mais ils sont trop dispersés pour avoir bel et bien un nuage de taille infinie. Fait que pour certains P quand même petits, on va encore avoir que la fonction nous dit que la probabilité que 0 connecte à l'infini, exemple dans un nuage comme ça, est nulle. Fait que pour certaines valeurs de P, on a encore qu'on reste à 0 jusqu'à ce qu'on appelle une valeur PC critique, où est-ce qu'on va soudainement avoir un changement de comportement, puis on va tranquillement monter par en haut. La valeur PC, c'est quoi? C'est, mathématiquement parlant, c'est le suprémum des paramètres P tels que θP vaut encore 0. Fait que c'est le suprémum d'un ensemble des valeurs P telles qu'on n'a aucune chance d'avoir la percolation. Puis vraiment, comme j'avais dit, le but de notre présentation, ça va être d'étudier ça. Puis préférablement, c'est de comprendre que le paramètre critique nous sépare en ce qu'on appelle deux régimes. On va passer d'un régime, puis après on va changer de phase, puis on va arriver dans un autre régime. On va appeler le régime sous-critique, en rouge pour dire en bas. On va donner une intuition, là. Sous-critique, puis super-critique. Puis une des choses qu'on va essayer de savoir dans un graphe comme ça, savoir c'est où la séparation de ces deux régimes-là. C'est savoir la valeur critique, elle vaut combien. Puis, qu'est-ce qu'on peut... On va se demander la question sur des graphes ZD en général. C'est sur ZD pour une dimension D. Si on prend, exemple, parce que la valeur critique n'est pas propre à tous les graphes. Exemple, si on a un certain graphe, une certaine allure, un certain comportement, clairement, le paramètre critique va comme changer potentiellement dépendamment du graphe sur lequel on travaille. Puis si on s'intéresse à peut-être la dimension 1 de ZD, exemple, le Z1, c'est une droite qui a peut-être une coupure ici. On a des points reliés avec les voisins à une distance de 1. Puis on a peut-être l'origine, puis ça s'en va à l'infini des deux côtés. Pour n'importe quel P qui va être plus petit que 1, si on prend un paramètre de percolation qui est plus petit que 1, on peut peut-être être chanceux, puis avoir peut-être ceux-là qui sont ouverts, ceux-là qui sont ouverts, ceux-là qui sont ouverts, mais forcément, 1 moins P du temps, on va avoir une arête qui va être fermée, qui va comme casser un peu notre connexion à l'infini d'un côté, puis de la même façon, on va avoir une cassure de l'autre côté. Là, on conclut que pour tous les P qui sont plus petits que 1, on se ramasse à la gauche du paramètre critique. Donc, le paramètre critique, c'est le suprémum de ceux qui ont encore la fonction θ à 0. Là, on vient de montrer que pour tous les P plus petits que 1, on a θ qui est égal à 0. Donc, le paramètre critique, dans ce cas-ci, est très simplement 1. Puis, une preuve qui fit dans un tiers de tableau, c'est pas super intéressant. On va essayer. On dit souvent que la dimension 1 est assez triviale, il n'y a pas trop de questions à se poser, mais on pourrait se poser la question dans la dimension 2. On se ramasse dans un graphe, comme j'ai dit, qui a cette allure-là, puis
on ne peut pas vraiment facilement faire de manœuvres pour identifier cette valeur critique-là. On va devoir développer des outils, développer des résultats, puis les faire fonctionner ensemble pour faire une preuve qui va nous identifier la valeur critique. Mais pour certains qui pourraient peut-être être un peu calés dans la matière ou peut-être un peu plus intuitifs, là, si on a qu'en premier degré, ben, c'est 1 sur 1, peut-être qu'en deuxième degré, ça va être... C'est con comme raisonnement, mais ça peut peut-être nous motiver à aller dans la bonne direction. Mais bel et bien, la valeur du paramètre critique, c'est 1/2. Fait que ce qu'on va essayer de montrer aujourd'hui, c'est que la valeur du paramètre critique dans la percolation sur Z2, c'est 1/2. Puis juste pour vous donner un peu une idée, là, dans la dimension 3, on n'a pas encore d'idée ou de conjecture solide sur que vaut PC. Comme il n'y a pas de valeur fixe encore prouvée ou montrée, c'est encore une question ouverte. Fait que juste pour vous montrer que c'est pas un tiers, c'est ça. On peut se convaincre que c'est pas un tiers. T'sais, si on garde un peu cette logique un peu idiote, ben on va pas arriver à la bonne direction. C'est pas un huitième. Il n'y a pas des puissances de 2 qui se passent, ni un quart. Les gens ont déjà pensé à ça, puis ça a été prouvé, on ne le sait pas encore. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Puis je vais vous passer à travers différents résultats. On ne va pas faire la preuve, comme je vous ai dit, mais on va essayer de se faire un peu une intuition de ceux-là, puis si vous avez des questions, ben, demandez-moi-les. On va essayer de les clarifier avant d'utiliser ces résultats-là. Une des raisons pourquoi, en dimension 2, on peut faire de quoi? On peut identifier la valeur critique, puis en dimension 3, on ne peut pas. C'est comme une notion d'intersection de chemin. Ou du moins, je vais introduire un outil, là. On va se rendre compte pourquoi en dimension 2, on sait des choses où on a un outil pour faire nos preuves. On va introduire, c'est quoi le dual d'un graphe. Okay? Je ne sais pas s'il y en a qui sont familiarisés avec cette notion-là. Si le graphe en blanc, ben, c'est Z2. Je vais dessiner en mauve. Je ne sais pas si mauve, on le voit bien, là. Oui, quand même. On va introduire le dual de Z2, qui est aussi un graphe. On va être Z2 avec un subscript D. On va se dire, si le graphe, c'est la façon qu'on nous dit que les sommets sont reliés entre eux par des arêtes, bien, un graphe comme ça, Z2, ça nous dit aussi comment les surfaces, les petits carrés sont reliés, ou du moins comment sont agencés l'un par rapport à l'autre. Puis le dual d'un graphe comme Z2, on va le construire en donnant un nouveau sommet à chacune des faces, chacune des facettes du graphe planaire qu'on appelle, puis on va relier deux faces qui sont adjacentes ou qui partagent une arête. Exemple, ces deux-ci, on va les relier par une arête parce qu'ils sont à un côté de l'autre. Pareil pour ceux-là. Puis on se rend compte que le dual du graphe Z2, c'est exactement Z2, mais shifté 1/2 à la droite puis 1/2 à la gauche. Exemple, on appelle que le Z2 est autodual. Il y a une égalité entre les deux. Puis ça va un peu nous être utile parce que, vu que le dual, c'est comme la même structure que Z2, on va être capable de définir une percolation aussi sur le dual. Puis on va se rendre compte qu'il y a des liens entre ces deux-là. Exemple, comment on pourrait faire ça, une percolation dans le dual? C'est se dire, ben, j'en ai déjà fait une dans Z2, puis j'ai remarqué que chaque arête horizontale est traversée par une arête verticale, puis chaque arête verticale est traversée par une seule arête horizontale. Puis on va se dire, chaque arête, comme ça ou comme ça, est traversée par une autre arête dans le dual, une seule. On va les faire pairer un peu comme ça. Puis si on se dit, ben, on a fait une percolation dans le graphe, puis on s'est dit, ben, si une arête était ouverte, ben, l'arête qui la croise va être aussi déclarée ouverte. Puis si on dit, ben, une arête dans le graphe était fermée, on va aussi la déclarer fermée dans le dual. Puis on se rend compte qu'il y a des résultats assez intéressants parce qu'il y a une relation du style des croisements. Si on veut, je vais en faire un autre, là, peut-être plus ici. Si on s'intéresse à, exemple, cette boîte-là, la boîte qui inclut tous ces sommets-ci, si on s'intéresse à, ça c'est le graphe Z2, on va encore une fois dessiner le graphe en mauve qui est le dual, qui est un peu shifté à la droite, comme ça. Si on s'intéresse à un événement du style, il existe un chemin qui passe de la gauche, il existe un chemin ouvert, donc des arêtes successives ouvertes, qui passe de la gauche à la droite de cette boîte-là. Exemple, ça. Ben, si j'ai cet événement-là, ben, forcément, je ne vais pas avoir de chemin
mais cette fois-ci fermé dans le dual. Parce que, exemple, si j'essaie d'en créer un, ben forcément, je ne peux pas prendre cette arête-là parce qu'elle a la même assignation que l'arête qui la traverse, donc elle aussi est ouverte. Exemple, j'essaie de passer par là, puis j'en ai pas qui monte. Donc, si on a une traversée gauche à droite ouverte dans le graphe, ben, il n'y en a pas d'en haut en bas fermé dans le dual. Puis similairement, si j'ai une traversée en haut en bas fermée dans le dual, ben, je ne vais pas être capable de trouver une traversée gauche à droite dans le graphe. Fait que cette notion-là de, bien, vu qu'on est un graphe qui s'aplatit, puis forcément pour se croiser, il faut qu'on s'intersecte, ça va être une notion qui va être quand même importante parce que si on s'imagine dans le degré 3, pourquoi on n'est pas capable d'appliquer cette théorie-là? Bien, c'est que des chemins peuvent bien passer l'un par-dessus l'autre puis s'éviter, même s'ils se croisent. T'sais, ils ne vont pas s'intersecter nécessairement. Ça va être une des notions qu'on va utiliser, le dual, le dual de Z2 qui est Z2 lui-même, puis aussi le résultat que, bien, vu que c'est la même forme, les résultats qui sont propres à Z2, qui s'appliquent à Z2, vont aussi s'appliquer au dual. Fait que toutes les preuves qu'on va être capable de prouver bien, vont s'appliquer aussi, vont être aussi véridiques dans Z2. Fait que ça, c'est la première chose que je voulais vous parler. La notion de dual. Une autre chose qu'on va parler, c'est une inégalité en probabilité qu'on appelle FKG. C'est pour les 3 personnes qui l'ont prouvé, c'est aussi simple que ça. Puis ça va parler d'événements qu'on dit croissants. Si j'avais dit l'événement 0 connecte à l'infini, ça, c'en est un événement croissant. Puis je vais définir un événement croissant comme étant A, qui est un événement croissant si, avec une configuration oméga 1 qui est plus petite ou égale à une configuration oméga 2, alors l'indicatrice de l'événement A évalué dans la configuration 1 va être plus petite ou égale à l'indicatrice pour la configuration 2. C'est comme une fonction. Tu sais, pour le domaine qui est de plus en plus grand, ben, l'image va être de plus en plus grande. C'est quoi? C'est ça que j'avais dit. La seule affaire qui pourrait nous tirer un peu les cheveux, c'est comment on fait une relation d'ordre sur des configurations. Je vais vous donner un exemple de comment on va faire ça en faisant 2 configurations. Il y a certaines lignes qui n'ont pas réussi. On dit qu'une configuration oméga 1 va être plus petite ou égale à une configuration oméga 2. On dit plus petite ou égale comme ça si ben, elle a certaines arêtes ouvertes, mais la configuration plus grande va avoir le même nombre, pas le même nombre, mais les mêmes arêtes ouvertes. Exemple, les 4 arêtes, je pense que j'en ai pas manqué. Va avoir les mêmes arêtes ouvertes ou plus. Donc, oméga 2 est plus grand ou égal à oméga 1 parce qu'elle a la même configuration d'arêtes ouvertes et elle en a de plus. Donc, si on revient sur l'événement croissant, on se dit, bien, s'il y a un événement qui a plus d'arêtes ouvertes, bien, l'événement va arriver plus souvent. Fait que c'est des événements qui bénéficient d'avoir de plus en plus d'arêtes ouvertes. C'est simplement ça, un événement croissant sur des graphes. Puis, similairement, on pourrait dire des événements décroissants. Décroissants, qui est pas mal la même affaire. Ce sont des événements qui vont bénéficier d'avoir de plus en plus d'arêtes fermées. Fait que sur ces événements-là croissants, on va être capable de définir l'inégalité qui dit que ça, on va le laisser. Ça nous dit l'inégalité FKG que pour 2 événements A2, OK, il va falloir que je fasse ça un peu plus propre. Pour A et B croissants, ou aussi, on va se rendre compte que ça s'applique aussi pour décroissant. Alors, la probabilité d'avoir un événement sur une percolation par mètre P, d'avoir les événements A et B, ben, ça va être plus probable ou égal à observer A, puis observer B de façon indépendante. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? C'est que, ben, comme j'avais dit, un événement croissant, c'est des événements qui bénéficient d'avoir de plus en plus d'arêtes ouvertes. Ben, si 2 événements croissants, ben, ils vont comme pouvoir un peu s'aider l'un l'autre. Si l'un bénéficie d'assez d'arêtes ouvertes, ben, l'autre pourrait peut-être les utiliser aussi pour se réaliser. Donc, il y a comme une corrélation positive par rapport aux arêtes ouvertes qui nous dit ben, on a plus de chances d'avoir ces 2 événements-là qu'indépendants. Puis ça s'applique aussi pour des événements décroissants parce que la même logique. Si on a des événements qui
bénéficie d'avoir plus d'arêtes ouvertes, ben, s'il y a assez d'arêtes ouvertes pour A, ben, il pourrait en avoir peut-être aussi assez d'arêtes fermées pour B, je veux dire, ou pour deux éléments décroissants, on peut avoir la même inégalité. Donc ça, c'est un des résultats qu'on va utiliser pour la preuve plus tard. Les prochains que je vais vous présenter, tu sais, ça, c'est assez intuitif, right, Thomas? As-tu un truc genre si A est croissant et B est décroissant, peut-être l'inégalité inverse? Moi, les résultats que j'ai vus, c'est s'ils sont les deux en même temps. Il y a d'autres inégalités, même du style de les avoir de façon disjointe, d'avoir A avec, je pense, l'opérateur binaire, d'avoir A de façon séparée à B, mais pas d'un criss-cross croissant-décroissant. Ouais. Mais plus tard, on va se rendre compte qu'on va vouloir appliquer ça pour un mix de deux, puis on va pas être capable, puis on va passer par un autre chemin pour trouver ce qu'on veut. Dans le fond, les autres résultats que je vais parler viennent... Si on étudie un peu ce graphique-là, on se rend compte que ben, pour ces deux régimes-là, on a différentes hypothèses. Exemple, θ vaut 0, θ est plus grand que 0. Ça fait que ces différentes hypothèses-là, on va être capable de découler d'autres résultats qui sont comme propres à un régime ou à l'autre. Je vais présenter un résultat des deux régimes, puis par après, je pense qu'on va embarquer sur la preuve. Exemple pour le régime sous-critique, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que, qu'est-ce qu'on a comme hypothèse? Bien, on sait que θp est égal à 0. On sait que notre fonction, vu qu'on est plus petit que le paramètre critique, bien, la fonction vaut 0. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que la fonction θp, je peux peut-être la réécrire, là. C'était la probabilité en P que 0 connecte à l'infini par un chemin ouvert. Fait que ce que ça veut dire, ou comment on pourrait se l'imaginer, c'est, si on a l'origine ici, bien, les chemins ouverts ne peuvent pas se rendre à l'infini, puis, similairement, on pourrait dire ben, ils ont de plus en plus de difficultés à connecter à une certaine boîte. Okay? C'est ça un peu qu'on va utiliser. On va définir la boîte de taille n comme étant l'intersection moins n à n dans les deux directions, donc la boîte que j'ai faite comme ça. Puis, le résultat qui est dû à le régime sous-critique nous dit ben, si on a de la misère, même si c'est impossible de connecter à l'infini, ben, ça va être de plus en plus difficile de connecter à une boîte. Puis plus la boîte va être grande, plus on va avoir de la misère à connecter. Ça, c'est un résultat qui, on va appeler la décroissance exponentielle. Pourquoi? Parce qu'on va être capable de borner cette fonction de probabilité-là par une exponentielle décroissante. Puis le résultat va comme suit. Si on a P qui est plus petit que PC, donc on se ramasse dans le régime sous-critique, on a que la probabilité, selon P, d'avoir l'origine qui connecte à la frontière de la boîte en N. La frontière de la boîte en N, c'est vraiment tous les sommets sur cette boîte-là. Ben, la probabilité de connecter à l'infini, pas à l'infini, mais plutôt au côté de la boîte, on s'était dit, ben, toucher au côté à l'infini, c'était impossible, probabilité 0, donc ça va être de plus en plus difficile de toucher les extrémités d'une boîte. Fait qu'on va être capable de borner ça par une exponentielle décroissante du style moins n avec une fonction psi de p qui est positive, telle qu'on a ça pour tous les tailles n. Fait que plus la boîte est grande, plus on a de la misère parce que, bel et bien, si on fait tendre n vers l'infini, si on prend cette boîte-là et on la fait grandir, bien, on revient à la question de θp, puis on est à 0. Fait qu'on a une borne supérieure qui décroît et qui nous fait borner supérieurement cette fonction de connexion-là. Victor? Pourquoi on utilise une boîte qui est carrée comme ça, donc genre un losange? Disons un chemin Plutôt une boule ou des... serait plus long qu'un chemin qui reste sur le long, donc borné sur le coin, on se ramasse à pouvoir aussi peut-être borner sur la longueur. Je sais pas si tu comprends ma question. Il n'y a pas grand-chose qui change. Peut-être que les résultats ne vont pas s'appliquer sur le même type de boîte, mais on se rend compte qu'une boîte, ben, c'est juste un entre-deux entre l'infini. De la façon qu'on le définit, on pourrait faire une sphère de rayon n, puis on prend tous les sommets qui sont à une distance plus petite que n, puis on aurait un peu, comme tu dis, un losange. Mais je ne pense pas qu'il y ait tant de différence. Moi, les textes que j'ai lus, ben, on définissait des boîtes, puis c'est pratique parce qu'on va vraiment construire facilement des preuves autour de cette boîte-là parce que c'est une boîte, c'est facile à comprendre.
Vas-y, Thomas. Ce qui arrive, en fait, c'est que l'utilisation, c'est l'ordre de grandeur. Ouais. L'ordre de n. Après ça, tu sais, le truc, là, comme dans ton coin, ils sont genre n fois assez de je sais pas. Comme l'ordre de grandeur, c'est pas. Ça va se comporter comme un carré, si on veut. C'est l'argument de p que tu faisais tantôt. Fait que ça, c'est un des résultats qui est associé au régime sous-critique, c'est qu'on est capable de borner supérieurement notre probabilité à connecter une boîte. Puis je vais essayer d'en faire une intuition un peu plus forte avec une preuve par dessin. Quelle meilleure idée de faire une preuve par dessin? Imaginons la boîte bleue, là, qui est comme ça, qui est de taille du milieu jusqu'à un côté, c'est une taille n, right? On a n, de n moins n à n, donc un des côtés de taille n. Si on fixe l'origine, puis on veut par défaut toucher le côté, ben pourquoi pas toucher un des deux côtés, un des quatre côtés plutôt, puis on se dit, ben on va séparer ça en plein d'intervalles de longueur identique k, puis on se dit, ben pour avoir un chemin ouvert du milieu jusqu'au côté, il faudrait que chacun des petits stretches aille un chemin ouvert de façon indépendante, si on veut, puis vu qu'ils sont de la même longueur, ben il va avoir un peu la même probabilité d'avoir un petit chemin dans ce petit stretch-là. On va dire que pour un petit morceau de longueur k, pour avoir un chemin ouvert, on va payer la probabilité, une fonction de p. Ça va être une probabilité entre 0 et 1, qui va nous dire, ben, c'est ça la probabilité d'avoir un chemin dans ce petit stretch-là. Combien de fois, pour avoir un chemin ouvert de gauche à droite, ou du moins du milieu jusqu'au côté, il faut avoir de façon indépendante. On associait des arêtes ouvertes et fermées de façon indépendante. Donc, ce qui se passe ici, c'est indépendant d'ici, d'ici, d'ici. Donc, pour avoir un chemin de gauche à droite, il faudrait que ça soit la multiplication des probabilités pour chacun des morceaux, right? Combien de fois on va multiplier ça? On a une longueur n qu'on divise en k. On pourrait dire c'est n sur k fois la probabilité. Puis ça, on peut juste appliquer un exponentiel puis un log, puis avoir exponentiel de moins n moins 1 sur k log de f de p. Appelons ça psi de p. Puis on a un peu cette borne-là. On a le comportement de pourquoi c'est exponentiellement décroissant pour la connectivité de la boîte. Fait que ça, c'est un des résultats qu'on va utiliser plus tard, puis qui est associé au régime sous-critique. Il y a un autre qu'on va utiliser, qui est maintenant associé au régime supercritique, qui se base sur différentes hypothèses. On avait autrefois que l'hypothèse du régime sous-critique, c'était que θ est égal à 0. Ici, on va avoir l'hypothèse différente qui dit θ est plus grand que 0. Donc, pour le régime supercritique, on va avoir un résultat qui dit, sous l'hypothèse qu'on est dans une situation où θ est plus grand ou égal à 0, je vais juste rappeler c'est quoi θ, juste pour qu'on puisse le manipuler un peu plus facilement. C'est la probabilité en P que 0 connecte à l'infini. Je vais définir une autre fonction qui est très similaire, mais qui est comme pas mal différente quand on y pense. La fonction phi de P, qui va être la même mesure de probabilité, mais il va exister un sommet x tel que x connecte à l'infini. Puis cette notion-là de le x n'est pas nécessairement fixé à l'origine, ou on ne le connaît pas puis on n'a pas de liberté, c'est ça, on a la liberté de choisir le sommet, ou du moins la liberté de regarder pour n'importe quel sommet, est-ce qu'il y a un nuage infini autour de ce sommet-là. Sans trop en parler, ce type d'événement-là, pour il existe un x, on peut appliquer ce qu'on appelle une loi du 0,1, qui nous dit la probabilité de cet événement-là, il existe un x tel qu'il y a un nuage infini, selon certaines hypothèses qui sont vérifiées par la loi 0,1, ça nous confirme quoi? Que la valeur de phi p est dans soit 0, soit 1. Pour un certain p, donc un paramètre de percolation, la probabilité qu'il existe un nuage quelque part, pas nécessairement à l'origine, selon la loi du 0,1, de Kolmogorov même, je pense, ça nous dit c'est soit qu'il en existe assurément pas, soit qu'il en existe un. Dans le fond, c'est comme si le P est soit vraiment pas assez fort pour jamais créer aucun nuage, ou il est juste au-delà du paramètre critique pour en créer un. Ce qu'on va vouloir faire comme relation, c'est dire, sous l'hypothèse du régime supercritique, donc θ qui a une probabilité que 0 connecte à l'infini, sous cette hypothèse-là, on va vouloir faire l'équivalence, ou l'implication que la fonction phi de P vaut 1. Ça va être un des résultats qu'on va vouloir prouver.
Puis, c'est assez simple comme preuve. Pourquoi? Parce que la loi a comme pas mal tout fait la job pour nous. T'sais, la loi nous dit, ben, cette probabilité-là, c'est soit 0, soit 1. Bon, supposons que phi p est égal à 0. Puis là, on a l'hypothèse qu'on a, θ p est plus grand ou égal à 0. Donc, ça veut dire qu'il existe une chance que le nuage soit centré en 0. Notre supposition, c'est phi p est égal à 0. Ça veut dire qu'il n'y a aucune chance qu'il y ait aucun nuage infini nulle part. Ce qui est un peu une contradiction parce qu'on a une chance qu'il soit en 0. Right? Donc, contradiction, on a bel et bien cette implication-là qui est vraie. Ça, c'est un des résultats qui est dû à le régime supercritique. Ça, on va utiliser ça plus tard. Un autre concept qu'on va vouloir appliquer, puis qui est aussi dû à le régime supercritique, c'est que, ben, on a cette implication-là, right? Dans le régime supercritique, il existe un nuage infini, assurément. Ben, un autre résultat qui est encore plus fort, qui s'intitule l'unicité du nuage infini. Ça va être un autre résultat qui va comme un peu découler du premier, qui nous dit, ben, dans le régime supercritique, il en existe un assurément, puis il est vraiment en quantité de 1, il est unique, il ne peut pas en avoir deux. Puis l'idée de la preuve est quand même compliquée, là, mais c'est de se dire si I, c'est le nombre de nuages infinis distincts, si I, c'est la variable qui nous dit, ben, pour une certaine percolation, c'est quoi le nombre de nuages infinis qu'on a, ben, c'est comme si on se dit, ben, I est un nombre entier, puis on est soit 1, soit 0, soit 2, soit 3, soit augmenté de la valeur infinie. Puis la preuve, c'est comme de canceller les possibilités autres que 0 ou 1. On veut que, ben, dans le régime sous-critique, il y en ait 0, puis dans le régime supercritique, il y en ait juste un, il soit unique. Fait que la preuve, c'est vraiment comme un peu pas de la récurrence, là, mais de partir de n'importe quelle valeur, puis de comme toutes les canceller, enlever la possibilité que ça soit ces valeurs-là par des arguments géométriques, puis par un argument probabiliste. Mais c'est vraiment ça. La preuve nous dit, ben, prenez-le pour acquis, puis je vous le jure, si vous voulez en parler par après, je vais en parler. Quand il y a un nuage, il est unique. Donc, on va utiliser ça plus tard dans la preuve, parce qu'on va dire que c'est l'unicité du nuage infini. Il ne peut pas en avoir plusieurs. Donc, je pense que j'ai pas mal présenté tous mes résultats que je vais utiliser plus tard dans la preuve, puis je vais les rassembler ici, OK? Juste pour les garder proches, puis qu'on les aille un peu dans notre tête. Je vais garder aussi le graphique. L'inégalité FKG nous disait A, B croissant. Alors, probabilité de A en même temps que B, plus probable que A suivi de B. C'est ça que ça nous disait, le résultat. L'inégalité FKG. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? C'est la décroissance exponentielle, qui nous disait la probabilité de, si on est dans le régime sous-critique, donc si on a P qui est plus petit que le paramètre critique, la probabilité selon P d'avoir 0 qui connecte au pourtour d'une boîte de taille n, ben, c'est borné supérieurement par une exponentielle décroissante du style comme ça, avec ça qui est pas une blanche que je voulais prendre, qui est plus grand ou égal à 0. Puis ça, c'est pour tout n. Ça, c'est le résultat qu'on va utiliser. Puis c'est quoi le dernier qu'on avait? C'était que quand on avait θp qui était plus grand que 0, ça impliquait phi p égal à 1. Puis on avait aussi l'unicité du nuage infini. Ça, c'était, je ne sais pas comment vraiment l'appeler, là. Je vais faire une boîte vide juste pour lui donner une boîte à lui aussi. Mais ça, c'est les résultats qu'on va utiliser pour la preuve, OK? Puis comment la preuve va se dérouler? C'est on va... Là, je vais effacer mes résultats. Pour les plus smart d'entre vous, on aurait deviné... Ouais, je vais la présenter. Enfin, la présentation, on tournait autour du théorème de... C'est con ça? Kesten, qui dit dans Z2, le paramètre critique, c'est égal à
une demi. Puis, comme tout le monde en maths sait, ben, pour montrer une égalité, il faut montrer en premier l'inégalité qu'on est plus grand ou égal et qu'on est plus petit ou égal. Puis ça va définir nos deux parties de preuve. On va commencer en premier par montrer que le paramètre critique est plus grand ou égal à n demi. Point d'interrogation. Ça va être la première partie de notre preuve. La façon, je vais définir un peu PC pour qu'on l'aille près. Là. On a que PC, c'est le suprémum d'un ensemble de paramètres tels que θp est égal à 0. Puis l'idée de la preuve, c'est que si on arrive à montrer que θ une demi, donc la fonction de probabilité de connexion du nuage infini en 0, si on arrive à montrer que ça, c'est égal à 0, on n'a aucune percolation assurément en une demi, ben, ça veut dire qu'une demi fait partie de cet ensemble-là, donc PC, c'est son suprémum. Donc, PC va être plus grand ou égal à une demi. C'est un peu ça qu'on va vouloir prouver, puis c'est l'idée de la preuve. Donc, comme toute bonne contradiction, on va commencer par supposer l'inverse. Supposons, qu'est-ce qu'on veut supposer? On veut arriver à montrer ça. Donc, supposons que θ une demi, non seulement il est égal à 0, mais strictement positif à 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut appliquer une fois qu'on a supposé ça? Quoi? Un des résultats qu'on avait dit, c'était que si la fonction θ à un certain p était positive, donc s'il y avait une chance que le nuage soit centré en 0 à ce paramètre-là, alors le nuage existe assurément et est unique pour ce paramètre-là. Donc, ce qu'on a comme implication, c'est que phi une demi est égal à 1, qui est aussi en mots, il existe un unique nuage infini. Ça, c'est de la belle proposition. Donc, on a que le nuage existe puis est unique. Sans perdre trop de généralité, on pourrait se dire qu'il est dans un des 4 cadrans, right? Ben, sans perdre de généralité, on va dire qu'il est en haut à droite. On va dire qu'il est tout le temps ici. On va dire un nuage ouvert, on va le dessiner en vert, qui est ouvert. Le nuage infini ouvert, ben, il est en haut à droite dans le cadran. Puis on va définir une boîte. Tantôt, on avait la boîte moins n par moins n dans les deux directions, puis on l'avait mis bleu. Mais là, on va faire une autre boîte qui est un peu différente, qu'on va appeler Tn pour comme la boîte, pas TP, Tn, qui va être la boîte, cette fois-ci, dans le top corner, si on veut, pour se donner une idée de comment on l'appelle. Puis c'est bel et bien 0 à n dans les deux directions. Ça va être la boîte Tn. Donc, tous les sommets à l'intérieur de cette boîte-là. Si on sait que le nuage, il existe, puis il est dans le coin en haut à droite, bien, on peut prendre cette boîte-là, puis faire tendre n vers l'infini, puis se dire, bien, éventuellement, la boîte, elle pourrait être tellement grande qu'elle va frapper le nuage ouvert, ou du moins, elle va connecter le nuage ouvert avec une assez forte probabilité. Fait qu'on va choisir n assez grand, tel que on va avoir dans une demi la probabilité que, pas 0, mais plutôt la frontière de la boîte n connecte par un chemin ouvert à l'infini. Donc, vraiment, les pourtours de cette boîte-là aient un chemin ouvert qui connecte à l'infini, ou du moins au nuage ouvert. On va choisir n tellement grand, on va prendre la boîte tellement grande que la probabilité que cet événement-là arrive va être plus grande ou égale à 1 moins 1 huitième à la 4. Pourquoi cette valeur-là? Suivez-moi. On va arriver à de quoi de cute, puis c'est comme le classique d'une preuve en analyse, là. Posons epsilon, pas regardable, puis à la fin, ça arrive à très, très beau. C'est un peu similaire à ça. Donc, choisissons n tel qu'on a ça. Puis on va essayer de décortiquer c'est quoi cet événement-là. Les côtés de la boîte vont toucher à l'infini. Bien, comment ça peut arriver? Une des façons que ça va pouvoir arriver, c'est si on refait la boîte, ici, Tn, bien, une des façons que ça va pouvoir arriver, qu'il y ait un chemin ouvert, bien, c'est qu'il y en ait un à partir de la droite à droite de la boîte, en haut de la boîte, puis à gauche de la boîte, puis en bas. Ça va être à partir, si les côtés touchent, si la frontière de la boîte touche à l'infini, bien, le chemin va partir d'un des 4 côtés, right? Puis on va appeler les événements en vert pour des chemins ouverts, pour faire un peu le parallèle avec la couleur. On va dire A, droite, A en haut, puis A en bas, ainsi que A
à gauche, pour les 4 événements que chacun des 4 côtés a un chemin ouvert à partir de ce côté-là jusqu'à l'infini. Une des affaires qu'on va pouvoir faire, c'est décortiquer cet événement-là en ces 4-là, puis on va essayer de construire une contradiction avec ces morceaux-là. Une des choses qu'on peut dire, je vais le séparer, me donner un peu d'espace, si on n'a pas cet événement-là, si on n'a pas la boîte qui touche, on a le complément. Si on a le complément de ça, donc les côtés ne touchent pas à la boîte, ça implique que, pas ça implique, mais c'est égal à l'événement que les 4 côtés aient raté à toucher à l'infini, right? Fait qu'on est égal à, c'est égal à l'événement A droite ne soit pas arrivé, en même temps que A gauche ne soit pas arrivé, en même temps que A en haut ne soit pas arrivé, en même temps que A en bas ne se soit pas arrivé, OK? Puis vu que c'est des événements décroissants, c'est des événements qui bénéficient d'avoir de moins en moins d'arêtes, l'inégalité FKG pour AB croissant et décroissant aussi, on avait dit. Donc, on peut appliquer cette inégalité-là sur ces termes-ci. Donc, on peut dire par l'inégalité FKG que c'est plus probable qu'avoir la probabilité de chacun des événements. Donc, d'avoir A, D et individuellement avoir jusqu'au dernier, le bas ne connecte pas à la boîte. Puis, par symétrie, la boîte, oui, a beau être plantée à l'origine, chaque côté a autant de chances d'être connecté à l'infini parce que là, connecté à l'infini, ça n'a pas vraiment de direction. Puis le graphe est comme invariant par rapport où est-ce qu'on est. La probabilité que chacun des côtés indépendamment ne touche pas, ça va être tout égal par symétrie. Donc on peut dire que ça, c'est la probabilité qu'un des côtés, on va appeler I, ne connecte pas pour I qui vaut en haut, en bas, à droite, puis à gauche. Ça, c'est à la puissance 4. Parce qu'on a 4 fois la même probabilité. Une des choses qu'on peut faire, c'est, je vous avais dit qu'on voulait décortiquer cet événement-là. On voulait décortiquer l'événement, la frontière touche. Fait qu'on va essayer de savoir c'est quoi la probabilité qu'un des côtés, pour n'importe quel côté, il touche. Fait qu'on va essayer d'isoler cette probabilité-là. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est qu'on va vouloir sauter la puissance 4e, on va sauter ce complément-là, puis on va sauter ce complément-là parce qu'on a une valeur pour cet événement-là. Plutôt que le côté touche. Fait que faites-le un peu dans vos têtes, mais ça va avoir l'allure de la probabilité, si on le paramètre 1/2, d'avoir pas le complément de AI, mais vraiment un des côtés pour n'importe quel des 4 côtés se réalise. Puis je vais le mettre en vert là, pour dire que c'est vraiment l'événement ouvert. Donc, il y a un chemin ouvert, on va le mettre en vert. Cette probabilité-là, si on l'isole, est plus grande ou égale à 1 moins 1 moins 1 moins 1 huitième à la 4 à la racine 4e. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a sauté la puissance 4e, donc on a une racine 4e sur ce terme-là. On a sauté le complément, donc à l'intérieur de la racine 4e, on a 1 moins connecté à les bords à l'infini, puis on avait que le connecter les bords à l'infini, c'était borné par 1 moins 1 huitième à la 4. Puis on a sauté aussi le complément sur A, pour ça qu'on a un 1 ici. Fait qu'on simplifie, on a quoi? Les 1 se cancellent, les moins se cancellent, les racines 4e se cancellent, puis on a que ça, c'est égal à 1 moins 1 huitième, ce qui est 7 huitièmes. Ou, similairement, on pourrait se dire, la probabilité qu'on ait l'événement AI, ou non, l'inverse de cet événement-là, si l'événement AI arrive avec une plus grande probabilité que 7 huitièmes, son complément va arriver avec une moins grande probabilité que 1 huitième, right? Puis, ce qu'on va vouloir faire, là, c'est un peu les premières pièces du Lego qu'on va vouloir assembler pour notre preuve. Un autre type de pièce qu'on va avoir besoin, c'est... Ça, je vais le garder. C'est les mêmes événements, mais cette fois-ci dans le dual. Si on avait dit que notre boîte était... La boîte TN était en orange, on va définir la boîte TN centrée en 0. Là, je ne vais pas faire le graphe autour. D pour dans le dual. Puis on va définir des événements sur cette boîte-là qui sont très similaires à les anciens, mais plutôt par des chemins ouverts, fermés cette fois-ci. On va avoir A dual en haut. Pour un chemin fermé, on va avoir A dual à la droite,
A dual en bas, puis A dual en haut, pour des chemins fermés qui connectent à l'infini. Autrefois, on avait des événements qu'on a mis en vert pour les événements qui avaient des connexions ouvertes jusqu'à l'infini. Là, je les ai mis en rouge pour les mêmes événements, mais dans le dual, qui ont une connexion fermée. Puis, vu qu'on n'avait que P qui était une demi, ben, c'est aussi égal à 1 moins P. Ben, l'assignation des valeurs ouvertes ou fermées, des arêtes, c'est les mêmes probabilités. Donc, tout ce qu'on a fait ici, là, on peut le réappliquer avec, mais cette fois-ci, l'inégalité FKG pour des événements croissants. On peut conclure les mêmes choses. Donc, ce qu'on peut dire, c'est la probabilité en 1/2 de ne pas avoir, qu'est-ce que je vais faire? Ça va faire A dans le dual pour I, de ne pas avoir un des côtés du dual qui connecte à l'infini par un chemin fermé. Encore une fois, c'est moins qu'1/8. Okay? Puis ce qu'on va faire comme assemblage, là, ça c'est mes deux pièces de Lego, si on veut. Puis ça s'applique, tu sais, le I, on se rappelle que le I, ben, c'est pour appliquer aux 4 des côtés. Ça, c'est vrai pour les 4 par symétrie. Dans le graphe, pour un chemin ouvert, puis dans le graphe, dans le dual, pour un chemin fermé. Ce qu'on va faire comme assemblage avec ça, bien, on va se dire événement A, qui va être l'intersection de 3 événements, qui vont être, bien, il y a un chemin ouvert à la droite de la boîte dans le graphe, ainsi qu'un chemin ouvert dans la gauche du graphe, ainsi qu'un chemin ouvert ou fermé plutôt dans le dual en haut, puis un chemin fermé dans le dual en bas. Une des façons qu'on pourrait s'imaginer ça, ben, c'est le dessiner, puis d'avoir une boîte qui est Tn ici, puis on va avoir un chemin ouvert à la gauche qui va vers l'infini, un chemin ouvert qui va vers la droite à l'infini, un chemin fermé dans le dual qui va en haut, puis un chemin fermé dans le dual qui va en bas. L'événement A, c'est ça, right? Puis qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur cette valeur-là, c'est, ben, essayons de savoir c'est quoi la probabilité de cet événement-là. La probabilité de A est égale à quoi? Vu que c'est une intersection, on va plus travailler dans le complément. Bon, on va se dire, la probabilité de A complément, c'est quoi? Le complément d'une intersection, c'est l'union des compléments. Donc, ça va être la probabilité de l'union des compléments pour les 4 événements I. Là. Tous les indices I vont suivre pour ces 4 morceaux-là. Puis on se dit, ben, par une égalité qui va comme suit, ben, la probabilité d'union d'intersection, ben, c'est plus petit que la somme de ces morceaux-là. Donc on va dire que c'est plus petit que la somme en I pour les événements de la probabilité individuelle de ces événements-là. Puis on avait que chacun de ces événements-là arrivait moins souvent que 1/8. Donc on peut borner ça par les 4 événements qui ont une probabilité 1/8, donc 4 fois 1/8, qui est 1/2. Donc si on a la probabilité du complément de A qui arrive moins souvent qu'1/2, ben, la probabilité de notre événement A, donc un peu ce dessin-là, la probabilité que cet événement-là arrive, va arriver plus souvent qu'1/2, right? Ça, c'est une des choses qu'on est capable de conclure de notre dessin, puis j'espère que vous m'avez suivi, puis je n'ai pas fait d'erreur, mais ça, on sait ça. Mais si on revient sur le graphe, puis on essaye d'appliquer ce résultat-là, de l'unicité du nuage infini, on se dit, OK, dans le graphe Z2, où est-ce qu'on a les chemins ouverts? On ne peut pas avoir 2 chemins infinis qui ne se connectent pas ensemble parce que ça ferait 2 composantes de nuages distinctes, donc on aurait une contradiction avec l'unicité du nuage. Fait que là, on se dit, ben, OK, ça veut dire qu'il existe un chemin entre ces deux-là, éventuellement, à l'intérieur de la boîte, tel qu'il les connecte, puis qui nous assure que le nuage est unique, encore une fois. Ça, c'est bon. Mais ça implique que, ben, si on regarde dans le dual, si on a un chemin qui va à gauche puis à droite qui est infini, ouvert, on ne va pas être capable de trouver un chemin fermé qui passe d'en haut à bas, right? Comme j'avais dit dans le dual. Fait que là, on a une contradiction. On ne peut pas avoir cet événement-là. Ben, ou du moins, si on applique l'unicité du nuage dans le graphe, mais on a une contradiction dans le dual. Puis similairement, si je dis, OK, je vais appliquer l'unicité du nuage, mais dans le dual, ben, ces chemins-là sont reliés, mais ça implique qu'on a 2 nuages infinis dans le graphe. Donc, encore une fois, les 2 éléments qui sont possibles pour l'événement A
sont à probabilité 0. Donc, on a que l'événement A a une probabilité 0, qui est une jolie contradiction. Puis, vu qu'on avait supposé au début que θ 1/2 était plus grand ou égal à 1/2, θ 1/2 était plus grand ou égal à 0. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que θ en 1/2 vaut quoi? Vaut 0. Puis comme dans le dessin, si on est capable de montrer qu'en 1/2, on est encore à 0, bien, le PC, qui est le suprémum de ces éléments-là, PC est plus grand ou égal à 1/2. Ça, c'est la première partie de la preuve qu'on a montrée. Une autre partie de la preuve, bien, on va faire de quoi de quand même similaire, puis même encore plus simple. On va essayer de montrer dans la deuxième partie que le paramètre critique est, on va montrer plus grand, maintenant on va monter plus petit ou égal. On va laisser la définition, on va garder l'idée. Si on arrive à dire qu'est-ce qu'on va vouloir faire pour cette preuve-là, bien, encore une fois, une contradiction, on veut arriver à ce résultat-là. Donc, supposons l'inverse. Supposons que PC, au lieu d'être plus petit ou égal, ben, il est l'inverse. Il est plus grand que 1/2. Puis si on arrive à une contradiction là-dessus, ben, forcément, on va avoir le résultat qu'on veut, right? Fait que supposons, comme j'avais dit, que PC est plus grand que 1/2. Donc, supposons que PC est plus grand que 1/2. Donc là, on se ramasse dans quoi? On se ramasse dans le régime sous-critique. On sait qu'on a supposé que 1/2 était plus petit que le PC. Quel résultat qu'on a dans le régime sous-critique? On a ça. On a que la probabilité de connecter à une boîte devient exponentiellement difficile. Fait que ça, c'est un résultat qu'on va essayer de garder dans notre tête. Après avoir supposé ça, si on pense à, exemple, la boîte encore TN, qu'on va faire encore orange, qu'on va laisser libre dans la taille. Ça va fonctionner, notre preuve va fonctionner pour tous les n, puis on va arriver à une contradiction avec la borne qui est sur tous les n. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se dire, ben, pour cette boîte-là, il y a combien de... On va se dire l'événement plutôt A, qui est une croisée de gauche à droite d'un chemin ouvert de cette boîte-là. Puis similairement, on va se dire B, c'est une croisée d'un chemin ouvert d'en haut à gauche, sur cette boîte-là. On pourrait se dire, ben, vu que, encore une fois, P est égal à 1 moins P, qui est égal à 1/2, l'assignation de ouvert-fermé, c'est la même probabilité. Puis on se dit, ben, si on a l'événement A, donc, encore une fois, il y a un chemin qui passe de quelque part de là à là. Mais si on a l'événement A, ben, forcément, on n'a pas l'événement B, parce qu'on va avoir l'impossibilité de faire ce chemin-là. Puis si on n'a pas A, donc on n'est pas capable de faire ça, bien, ça veut dire qu'on est capable de trouver un chemin d'en haut en bas fermé qui fait la traverse d'en haut en bas. Fait que les seules choses qui sont possibles, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si je l'ai mal dit, là. Ouais, c'est ça. Fermé dans le dual. Ça, je devrais peut-être le marquer. Dans, maudite craie, Z2D, puis ça va être dans Z2. Donc, ouvert dans le graphe, puis fermé dans le dual. Qu'est-ce que j'ai dit? C'était que, ben, c'est soit on a A, donc on a une traversée de gauche à droite. Ça, on va dire que c'est la probabilité de A. Puis, si on a A, on n'a pas B, right? On a une traverse de gauche à droite, on n'a pas B. Bien, si on n'a pas A, ça veut dire qu'on a une traverse d'en haut en bas, puis on a B soudainement. Fait que les seuls événements qu'on peut avoir, c'est soit A, soit B. Donc, si on somme leur probabilité, c'est égal à 1. C'est les seuls événements possibles, right? Avec la notion de les arêtes sont assignées ouvertes puis fermées de la même façon dans les deux graphes, dans le graphe et dans le dual, ben, la chance qu'on aille une traversée de gauche à droite, donc A, puis la chance qu'on aille une traversée maintenant d'en bas en haut, mais c'est la même longueur, puis on pourrait juste tourner notre graphe, puis dans le dual, c'est la même affaire qui se passe dans le graphe, ben, la probabilité de l'événement B, c'est égal à l'événement A. On a que les deux événements sont égaux en probabilité, donc l'événement A a une probabilité 1/2. Fait qu'on a que la probabilité de l'événement A, c'est 1/2. Une des choses, la façon dont on va comme construire la
contradiction ici, c'est que ben, dans cette même boîte orange-là, là, je vais la faire plus centrée pour pouvoir faire un dessin un peu plus concret. Dans la même boîte orange-là, qui est de taille n, il y a combien de sommets à gauche? Il y a combien de points? Il y en a n, exactement. On va tous les nommer ici comme ça. Puis on se dit, ben, si on a une traversée de gauche à droite, ouvert, ben, il faut que la traversée soit commence là, soit commence là, soit commence là, soit commence là, puis elle traverse toute la boîte, OK? On va se dire, ben, la probabilité qu'on aille A, qui est la traversée de gauche à droite par un chemin ouvert, ben, on va pouvoir décomposer ça pour tous les sommets X du côté gauche, puis on va sommer les probabilités que X connecte au côté droit. Right? C'est ça qu'on va faire. Ça, c'est une égalité, parce que l'événement A est soit arrivé par la probabilité qu'un de ses côtés touche à l'autre côté, au côté droit. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est que, ben, dans cette boîte-là, orange, là, on va falloir la faire plus petite. Imagine qu'on a un sommet X chapeau. Si on a l'événement X connecte le côté droit par un chemin ouvert, on pourrait s'imaginer que la boîte BN, qui est un peu différente comme boîte, mais on pourrait la centrer, qui est un peu plus grande, qui est 4 fois plus grande, on pourrait la centrer pour que X soit à son origine, right? Exemple comme ça. Ça, c'est la boîte BN, puis la boîte orange, c'est TN. Okay? Si on a l'événement X chapeau connecte au côté droit. Je vais le faire CD pour faire ce clean. Là. Si on a l'événement X connecte au côté droit, ben ça implique que X connecte à la boîte, ben, namely au côté droit de la boîte. Fait que ça va être impliqué par X connecte au bord de la boîte en N, qui est centré en X chapeau. Fait que là, on a cette implication-là. Cet événement-là va impliquer celui-ci. Donc, si on applique leur probabilité, donc la probabilité de celui-ci va être plus grand que le premier, right? Donc, on a que la probabilité que X chapeau touche au côté droit, va être plus petit ou égal à la probabilité que X chapeau touche au bord de la boîte en N, right? On a cette inégalité-là qui est vraie. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est revenir à notre somme de PA puis se dire, pour chacun des X, on va borner ça par quoi? Qu'est-ce qu'on vient de montrer? Que la probabilité de toucher le côté droit est plus petite ou égale à la probabilité que X chapeau touche à la boîte entière. Puis c'est comme un peu, vu qu'on a ajouté des côtés, c'est plus probable parce qu'on a plus de possibilités que juste toucher le côté droit, right? Ouais, ça, on pourrait peut-être modifier un peu notre notation et dire, c'est plus BN centré en l'origine, mais plus BN centré en X chapeau de taille N. Ce serait une bonne remarque à faire. Fait que là, on pourrait borner ça par, maintenant, la boîte centrée en X chapeau de taille N. Mais le fait qu'on aille centré en X chapeau ou centré en 0, c'est la même chose parce que c'est un graphe transitif. T'sais, les résultats qu'on a à un moment vont être les mêmes à n'importe quel sommet qui est fixe. Donc, namely, les sommets X sur le côté. Fait qu'on peut borner ça par quoi? La somme sur les sommets de la décroissance exponentielle qu'on avait montré tantôt. Donc, la probabilité que si on est en sous-critique, c'est ça qu'on a supposé, right? On a supposé qu'en 1/2, on était sous-critique. Donc, on peut appliquer le résultat puis dire, on borne supérieurement par le... dans le fond, on va borner ça par, pas la même probabilité, mais plutôt la borne qui était une exponentielle décroissante en n. Puis ça, on peut borner ça supérieurement. Il y a combien de sommets? J'avais dit, il y en a n. Bornons ça par n plus 1 fois l'exponentielle de n fonction de p. Puis ça décroît très rapidement, même plus rapidement que n croît. On a que pour n qui tend vers l'infini, ça tend vers 0. Donc, en même temps, on a que la probabilité que A, on a par symétrie que c'est 1/2, mais sous notre supposition, on arrive aussi au fait qu'on peut l'avoir aussi petit qu'on veut, namely plus petit que 1/2. Donc,
encore une fois, une jolie contradiction. Donc, la seule supposition qu'on avait faite, que PC était plus grand qu'une demi, est fausse. Donc, PC est plus petit ou égal à une demi. Donc, avec les deux parties de la preuve, on a montré que, premier temps, PC était plus grand qu'une demi, et aussi que PC était plus petit qu'une demi. Donc, PC est égal à une demi. Voilà. Chaud ici. Vas-y, Thomas.